d'un partenariat qui existe aujourd'hui entre ce qu'on appelle habituellement l'Empire du Milieu. Il s'agit de la Chine, qui est un pays d'Asie, avec les pays d'Afrique. Parmi les pays africains qui brillent dans les partenariats, on a le Mali en Afrique de l'Ouest, le Cameroun en Afrique centrale, sans oublier d'autres pays comme la République centrafricaine ou encore le Burkina Faso. Edmond Kouyaté, avant de parler, on rappelle que le prétexte est bien sûr ce forum de coopération économique Afrique-Chine qui s'est clôturé le 9 septembre dernier. Il s'agissait pour les pays africains de discuter avec le pays qu'est la Chine, invité d'ailleurs par le président Xi Jinping. Ensemble, ils ont discuté de collaboration, de coopération bilatérale, de partenariat et surtout du secteur économique et commercial. Edmond Kouyaté, quel serait, selon vous, aujourd'hui, rendu en 2025, l'état des lieux des relations entre la Chine et les pays d'Afrique centrale, par exemple, ensuite les pays d'Afrique de l'Ouest? S'il faut faire un état des lieux, j'ai envie d'abord de définir ce qu'on entend par partenariat. Ok. Pour moi, un partenariat, c'est un carrefour du donner et du recevoir. On va avec ce qu'on a pour espérer prendre ce que l'autre a. Et créer ce qu'on appelle un dynamisme de complémentarité qui nous permet, n'est-ce pas, de construire l'idéal vers lequel nous allons. Et j'ai envie de dire que dans les années 2000, la Chine est confrontée à une problématique. Elle a des ambitions que je dirais nobles. Ces ambitions sont d'accroître fortement sa capacité de production, tout azimut. Et elle a l'ambition justement de bousculer les autres grandes puissances qui ont occupé le terrain de production mondial. Et pour ce faire, la Chine se rend compte qu'elle a besoin d'un ensemble de ressources stratégiques, ce que vous appelez les matières premières stratégiques. Et la Chine fait un constat qui est simple, c'est que l'ensemble de ces ressources stratégiques, n'est-ce pas, sont concentrées dans un espace géographique qu'on appelle l'Afrique. Et qu'il se trouve malheureusement que sur cette Afrique, certaines puissances se sont arrogées le droit de préemption sur ces ressources dites stratégiques. Alors, ces puissances n'ont pas et n'entendent pas, n'est-ce pas, céder leurs privilèges, quel que soit le prix. Alors, la Chine se dit, il faut que je trouve un moyen de bousculer ces puissances-là sur ce terrain-là. Elle met donc en place une stratégie qui consiste à dire aux Africains, moi je viens avec un partenariat gagnant-gagnant, win-win. C'est à ce moment qu'on a entendu le terme gagnant-gagnant. Et je fais des prêts inconditionnels et à taux presque zéro. Et l'occasion était belle. Pourquoi? Parce que on était dans un contexte où les États africains faisaient face à ce que j'appellerais un chantage de la part de ses partenaires classiques. Les partenaires classiques africains, notamment les partenaires multilatéraux, FMI, Banque mondiale, les partenaires bilatéraux, France, Londres, Washington et autres, bref, les pays de l'OCDE, posaient des conditions dantesques aux pays africains pour pouvoir accéder à des financements et aux capitaux pour la réalisation d'un ensemble de projets. Et c'était aussi de bonne guerre. Pourquoi? Parce que
ces pays occidentaux se voyaient faire le reproche de donner de l'argent aux Africains sans questionner, n'est-ce pas, le bien fondé ou alors l'utilisation qui en est faite. Et de ce fait, ces pays-là croupissaient sous le poids d'une dette abyssale, mais les populations ne recevaient toujours pas, n'est-ce pas, je vais dire, les retombées de cela. Et donc, les Occidentaux, pour éviter le procès, se disaient, bon voilà, écoutez, désormais pour vous donner de l'argent, il va bien falloir que vous nous disiez ce pourquoi vous voulez utiliser cet argent, et il est même préférable que nous changions la forme, nous allons plus vous donner du cash, nous allons ensemble identifier les projets sur lesquels vous voulez investir, et nous allons trouver le mécanisme, n'est-ce pas, pour pouvoir investir sur ces projets-là. Et donc, les leaders africains qui généralement, derrière ces financements-là, trouvent le moyen de se faire des partoles pour leurs besoins personnels, ils étaient très agacés. Alors, lorsque la Chine vient donc avec ce discours nouveau, c'est l'occasion pour eux de bouder un peu, n'est-ce pas, leur partenaire classique et d'aller, n'est-ce pas, les uns après les autres s'aligner devant la bourse chinoise pour prendre des capitaux. Et donc, c'est comme ça que depuis 2002, il y a divers partenariats qui se sont noués avec la Chine, toujours sur la base du même slogan, partenariat gagnant-gagnant, partenariat mutuellement bénéfique, partenariat qui profite à tout le monde, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sauf que, rendu au jour d'aujourd'hui, le constat, il est plutôt amer. La Chine détient à peu près 60% de la dette extérieure de tous ces pays africains, mais à contrario, à l'intérieur, on ne voit pas trop à quoi cet argent a servi. La faute n'est pas à la Chine. Évidemment. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faudrait pas que les gens aient l'impression qu'ici, je fais le procès de la Chine. Non. Si vous allez aujourd'hui dans une banque, dire à la banque, je veux prendre de l'argent pour construire ma maison, que la banque prend 50 millions, elle vous donne, et que 2 ans après, on se rend compte que vous dormez dans la rue, que la banque vous a quand même donné 50 millions, la faute ne peut pas être celle de la banque. La faute est bien celle de la personne qui a reçu de l'argent, mais l'a orienté ou l'a détourné à d'autres fins, n'est-ce pas, que celle qui avait été prévue initialement. Donc ici, je ne fais pas le procès de la Chine. Quand je parle d'un déséquilibre dans ce partenariat, je ne fais pas le procès de la Chine. Pourquoi? Parce que voyez-vous, je dis toujours que nous sommes sur un terrain géopolitique et géostratégique. Et c'est un terrain sur lequel, n'est-ce pas, il n'y a que 2 leviers principaux. Le premier levier, c'est l'évaluation des rapports de force. Le deuxième levier, c'est le jeu d'intérêt. Quand on va sur, n'est-ce pas, le terrain géostratégique, c'est pour mettre en valeur sa force, sa puissance, pour en retour obtenir les intérêts qu'on défend. C'est comme ça que ça se joue là-bas. Et donc, c'est pas une chapelle où on va conjuguer avec, n'est-ce pas, la philanthropie, la fraternité et l'amitié. Ça ne se joue pas comme ça là-bas. Quand vous allez sur le terrain géostratégique, vous mettez en valeur votre force. Quand je dis force, ça peut être n'importe quelle force. Ça peut être la Russe, ça peut être la puissance militaire, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la technologie, ça peut être tout ce que vous avez, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit, c'est une question, c'est un carrefour du donner et du recevoir. Donc quand vous allez avec ce que vous avez de plus valuable, de plus important, pour aller chercher ce que vous n'avez pas et que vous estimez important pour vous, pour pouvoir vous jeter dans un dynamisme de complémentarité et construire l'idéal que vous recherchez pour votre pays. C'est ça le partenariat. Et donc, quand la Chine venait, elle savait ce qu'elle voulait. En tout cas, elle voulait les matières premières africaines. Elle voulait des ressources stratégiques africaines. Dieu merci, elle a eu. Et grâce à ces ressources, la Chine a pu se hisser au rang de première puissance mondiale, au moins sur un certain plan. Sur le plan économique,
elle est devenue la première puissance économique mondiale. Pourquoi? Parce que la Chine est devenue l'atelier de production mondiale, l'usine de production mondiale auprès de laquelle va se ravitailler, y compris les plus grandes puissances, notamment les États-Unis, l'Union européenne, bref, tous les pays de l'OCDE. Oui. Tous vont se ravitailler là-bas. Je ne parle pas de nous parce que nous n'avons même pas le pouvoir d'achat pour nous ravitailler là-bas. Je parle de ceux qui ont n'est-ce pas, un pouvoir de consommation véritablement important. Et donc, la Chine, dans ce partenariat, a obtenu ce qu'elle voulait. La Chine a réussi à nous embrigader. Parce qu'aujourd'hui, sous le poids de la dette, la Chine, comme je l'ai dit, détient quand même 60% de la dette de beaucoup de pays africains. Et donc, vous êtes obligé un peu de devenir les larbins de la Chine. À la différence des autres pays impérialistes qui utilisaient, n'est-ce pas, la force militaire pour vous soumettre, la Chine a utilisé la dette pour vous soumettre. Donc l'objectif, il est resté exactement le même. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, le terrain géopolitique n'est pas différent de la jungle. Il n'y a que deux alternatives dans la jungle. Ou vous êtes un prédateur, ou vous êtes la proie. Ou vous êtes la proie. Ne vous fiez pas aux techniques du prédateur. Le prédateur peut avoir la vigueur du lion et avoir le courage de bondir sur sa proie, utiliser cette violence et cette brutalité pour bondir sur sa proie. Tout comme elle peut également avoir la ruse du chacal, qui te guette un peu et puis qui constitue une meute pour t'entourer. La finalité est exactement la même. C'est d'apprivoiser sa proie, c'est de capturer sa proie et c'est de bouffer sa proie. Et donc, que ce soit la technique utilisée par, n'est-ce pas, les impérialistes classiques, notamment les États-Unis qui, pour puiser le pétrole en Irak, ont tout bombardé, la France, qui pour, n'est-ce pas, faire main basse sur les biens africains, ont utilisé des guerres et autres. La finalité, c'est qu'elle s'est arrogé un droit de préemption sur nos matières premières. Aujourd'hui, la Chine a utilisé l'endettement, n'est-ce pas, pour nous mettre la corde au cou, pour nous vassaliser et nous subjuguer, nous déterminer. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est aux Africains de se demander comment est-ce que nous sommes allés à ce carrefour du donner et du recevoir. Nous avons donné tout un bœuf entier et nous n'avons pu prendre qu'un œuf. Parce que là, comme on dit au quartier, nous avions faim et on avait besoin de faire une omelette rapidement. Lorsque la Chine a tendu le premier œuf, nous avons bondi dessus alors que nous sommes venus avec tout un bœuf. Et donc, est-ce que ce que les Africains ont reçu, si je ne prends que le cas du Cameroun, est-ce que ce que le Cameroun a reçu de la Chine est à la hauteur de ce que le Cameroun a donné à la Chine? Je vous prends un exemple. On connaît les problèmes, n'est-ce pas, de déficit structurel de la balance commerciale camerounaise. Et on sait que ce déficit est davantage creusé par les produits de consommation de masse, notamment les produits alimentaires, le riz que nous importons à près de 200 milliards chaque année, le maïs, le blé et autres. Mais ça n'a pas empêché que le Cameroun aille à Batyenga, donne des centaines d'hectares à la Chine pour cultiver du riz aux fins d'exportation à 100%. C'est-à-dire que vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à cultiver le riz. Vous importez le riz et ça creuse le déficit de votre balance commerciale. Mais vous avez un bassin de production du riz qui est identifié, qui peut produire du très bon riz. Au lieu que vous mettiez en place des chaînes de valeur de production du riz, vous prenez cela, vous cédez à la Chine. Je ne sais pas ce que la Chine vous a donné en retour, mais vous donnez à la Chine. Vous êtes même incapable de négocier un deal en disant à la Chine, bon écoutez, vous allez produire le riz ici, vous allez prendre 60% pour vos besoins de consommation chinoise et vous allez nous laisser 40% pour la consommation locale. Parce qu'après tout, c'est quand même un riz qui est cultivé au Cameroun. Il faut bien falloir que les Camerounais en profitent. Non, que nenni, vous laissez la Chine exporté à 50%, au point où même les villageois à Akonolinga ne sont pas capables de manger de ce riz. Ils ne savent même pas. Même ceux qui travaillent, il leur est interdit de rentrer chez eux avec 1 kilogramme de riz. Vous comprenez un peu? Alors, est-ce que vous allez faire le procès à la Chine? Est-ce que vous pouvez dire que ça c'est un partenariat
bénéfique, mutuellement bénéfique aux différents acteurs. Non. Mais sauf que cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui, de par notre gloutonie, notre manque de vision stratégique, notre boulimie, n'est-ce pas, aux capitaux, à l'argent, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis la corde au cou face à la Chine. Ok? Même pour les petites réalisations que la Chine peut faire ici, Cassandra, je vais vous expliquer. Si vous regardez les premières routes que la Chine a construites au Cameroun, je vais vous prendre un exemple. Regardez la rue des Palmiers. Il y a des pavés qui ont été posés là-bas par les Chinois. Ça fait beaucoup d'années et c'est très solide au niveau de ce qu'on appelle rond-point Shell. Shell machin, je crois comment ça c'est pas comme ça que ça s'appelle, Shell Nobel. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est très solide, ça a été posé depuis des années. Sauf qu'à l'époque, les Chinois étaient sérieux quand ils le faisaient. Mais au bout d'un an, quand les entreprises chinoises arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque bureau où ils entrent, on leur demande des backsheets. C'est celui-ci qui demande 5%, qui demande 10%, qui demande 15%, qui demande... Quand ils ont fini de vous distribuer ça, et croyez-moi, je connais mes amis chinois, pour vous donner n'importe quoi, ils prennent la peine de laisser des traces. Très souvent, ils ont des petits gadgets qui filment même ce qu'ils vous donnent. Donc, lorsque vous vendez votre autorité par le biais de la corruption, avec autant de légèreté et de désinvolture, les Chinois savent que vous n'êtes pas sérieux. C'est pour ça que même les réalisations chinoises qui se font aujourd'hui, ce n'est pas sérieux. Vous allez voir les nouvelles routes que les Chinois ont construites ici. Ça ne vaut rien, ça ne fait pas 2 ans. Ça s'abîme. Ils vous donnent ce que vous méritez. Lorsque l'enveloppe pour la réalisation d'un marché est de, je dis n'importe quoi, 100 millions, et que vous exigez des Chinois qu'ils vous laissent 30 millions en passant sur la corruption, ils rapportent cette information dans leur pays. Et on comprend que les autorités chinoises, les autorités camerounaises ne valent rien. C'est des aplaventristes. C'est des gens qui ont vendu leur autorité pour quelques billets de banque. Et on vous traite selon ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que je veux vous dire, allez à Kigali, regardez les réalisations chinoises. Mais ils sont très sérieux avec ça là-bas. Ça ne joue pas. Parce qu'il n'y a pas moyen d'entrer dans un bureau à Kigali et que quelqu'un vous demande 10 francs. Si vous êtes venu pour faire un travail, vous faites exactement ce travail-là. Aucun fonctionnaire ne va vous dire « laissez-moi 2% ou 1%. » Non. Et donc, quand le Chinois arrive là-bas, il comprend qu'ici, les gens sont sérieux. Et donc, si je dois traiter avec eux, je dois faire preuve de sérieux. Et donc, quand ça arrive chez nous au Cameroun, dans chaque bureau, c'est 1%, c'est 5%, c'est 10%. Et donc les Chinois comprennent que c'est vos limites. C'est là, il étale tout de suite vos limites et il vous confine dans ce que vous êtes. Vous êtes des petits corrompus, des gens qui ne sont pas sérieux, qui n'ont pas, n'est-ce pas, la fierté de leur nation, qui n'ont aucune fierté pour leur nation et qui ne mesurent la grandeur de leur nation que dans leur empente vertiginale, c'est-à-dire que leur nation ne se mesure qu'à la profondeur de leur poche. Si on leur a donné un peu, ça suffit. Vous avez vu tout un ministre des Travaux publics, ingénieur de l'État, devant les médias, demander à une entreprise chinoise à laquelle il a lui-même signé un contrat. Il leur demande en pleine télévision, avant de venir ici, vous avez d'abord travaillé où? Dans un pays sérieux, le lendemain, vous déposez votre tablier. Parce qu'il y a un process, il y a un processus pour pouvoir attribuer le marché à une entreprise. Vous vérifiez, n'est-ce pas, les antécédents de cette entreprise. Vous vérifiez son expertise. Vous vérifiez, n'est-ce pas, son expérience au travers des réalisations qu'elle a faites. Si ce n'est pas ça, vous ne lui signez pas le marché. Mais une entreprise à laquelle vous avez signé une lettre commande, un marché, vous avez signé un marché. Et lorsqu'elle commence à piétiner, c'était sur la pénétrante ouest de Douala. L'entreprise commence à piétiner, vous venez dans un one-man show leur demander à l'entreprise, avant d'arriver ici, vous avez d'abord travaillé où? Ça! Et le ministre est encore en place. Dans un pays sérieux, le lendemain, le ministre dépose le tablier. Et donc, lorsque vous faites comme ça, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir des relations saines avec la Chine? Et c'est